On va pouvoir commencer à Ghost in the Shell. Donc voilà, donc ça c'est les trois dont on va parler aujourd'hui. Donc Ghost in the Shell 95. On parlera pas du remake 2.0 fait par Mamoru Oshii en 2011 je crois. 2008, il est là. En 2008. Il a refait son film en fait, avec plus de CGI. Enfin si, je vais en parler légèrement pour vous donner juste les différences entre 95 et 2008. Donc il a refait son propre film. Ensuite, en 2004, il y aura Innocence, voilà, qui est la suite directe du premier film. Et enfin, nous parlerons du live action avec Scarlett Johansson, sorti en 2017, de Rupert Sanders. Donc Mamoru Oshii s'attaque à un manga. En fait, c'est une adaptation d'un manga qui s'appelle Ghost in the Shell, qui lui-même est une référence, enfin le titre en tout cas, est une référence au livre Ghost in the Machine de Arthur Koestler. Voilà, c'est une référence dans une référence. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques références dans les films. Ce que j'ai trouvé étonnant avec ce film, c'est qu'en 1h30, en fait, il se passe pas des masses de choses en termes d'action, parce qu'en fait, c'est très contemplatif. Il y a des longs moments où on va contempler la ville, il va plutôt rien se passer. Voilà, c'est très lent. C'est pas trop dans la bagarre. Hein. On va pas dire que c'est pas trop un film de la bagarre. Comment ça va ? Oui, le côté contemplatif surprend énormément, je trouve. Alors moi, j'ai trouvé ça plutôt clair dans le propos, mis à part la phrase de fin. Ça, c'est vraiment la seule que j'ai pas comprise. C'est la phrase de fin. Phase en bateau à travers... Oui, c'est ça. La phase de bateau à travers la ville. Et d'ailleurs, ce qui est repris... En fait, Ghost in the Shell 1 et 2, c'est quasiment... on est presque sur les mêmes films. C'est assez drôle. Donc voilà. Donc personnellement, en tout cas, je trouve que le film est plutôt clair. Et... sauf la dernière phrase. Mais peut-être que j'aurai la réponse plus tard. Donc voilà, donc le manga, donc c'est Shiro Masamune qui l'a écrit, et ce film-là se base principalement sur... coucou Goldrake, comment ça va ? Alors je ne sais pas si c'est les tomes ou les chapitres, mais en tout cas c'est tome ou chapitre 1, 3, 9 et 11. Et on verra que Innocence se base sur un autre chapitre, le 16 je crois. À un moment il y a une séquence avec plein de plans de villes assez lents. Oui, c'est ça. Ouais. Et bien, puisque nous parlons de cette ville et de ses plans, donc la ville s'appelle Newport City. C'est inspiré fortement de Hong Kong. Le sondage saga Ghost in the Shell est finito. L'option gagnante est j'ai aimé. Vous avez aimé, en principauté, ça veut rien dire. Principalement, vous avez aimé. Donc c'est clairement Hong Kong. D'ailleurs, je crois qu'il y a carrément des bâtiments officiels qui sont dans le film. Pourquoi Hong Kong et pas une ville japonaise, puisque les auteurs sont japonais, parce qu'ils voulaient un design multiculturel qui fourmille. Et en fait, quoi de mieux que Hong Kong ? Hong Kong, je vous rappelle que c'est une ville chinoise, mais qui a été une enclave anglaise pendant hyper longtemps. Donc c'est une des rares villes chinoises qui a eu accès à autre chose que le communisme. Qui a fait beaucoup de commerce, etc. Donc c'était une ville très ouverte sur le monde. Donc c'est pour ça que Hong Kong est une des meilleures représentantes asiatiques pour montrer ce fourmillement et ce multiculturalisme qu'on peut voir dans le film. Parce que, donc j'ai mis un petit extrait ici. Ici, ce sont bien sûr que tout est écrit en chinois et pas du tout en japonais. Vous ne verrez quasiment pas de japonais en fait dans ce film, puisque nous sommes en Chine. J'ai eu le temps de regarder les 2 premiers. Félicitations. Même si, bon, voilà, l'insomnie, c'est pas ouf. Il y a représenté la citadelle de Kowloon. Donc la citadelle de Kowloon, c'est une enclave chinoise dans Hong Kong. Donc déjà, à la base, Hong Kong est censé être une enclave anglaise chez les Chinois. Mais en plus, il y a visiblement une enclave chinoise à l'intérieur même de Hong Kong, qui a été détruite en 90, et c'est, je crois, les énormes plans des tours
qu'on l'on voit, les espèces de HLM que l'on voit du bas et qu'on regarde vers le ciel. Je crois que c'est ça la citadelle de Coulonne. En tout cas, les images, si vous allez voir sur internet, ça ressemble plutôt à des bars HLM, quoi. Hâte de voir l'analyse de Père Castor. Mais il n'y a pas giga d'analyse pendant les rétrospectives. La citadelle du Coulonne, oui. Coulonne, je sais pas prononcer. C'est malheureusement, je fais ce que je peux. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, celui qui a fait la direction artistique de ce film-là, c'est Hiromasa Ogura, et donc c'est lui qui a choisi de se placer à Hong Kong pour faire les décors. On parlera des thèmes après, je pense. Ah oui, je vous ai pas dit plein de trucs. Ah, je sais pas si c'est important. En gros, enfin si, je vais vous dire les principales doubleurs et doubleuses, parce qu'en fait, ça va être important pour la suite. Donc le Major, donc Mokoto... Attendez, Motoko Kusanagi, donc le Major, c'est Atsuko Tanaka. Alors moi, évidemment, je les ai vus en version japonaise. Voilà. Bateau a été... Oui, Bateau, il s'appelle Bateau. J'y peux rien, ça sera comme ça pendant tout le film. Coucou, pendant tout le film. Pendant tous les films. Coucou, Plo. Coucou. Je suis juste bête. Qui est doublé par Akio Otsuka. Togusa, celui qui est le plus humain de tous les personnages, c'est Koichi Yamadera. Aramaki, donc, qui est le chef de la section 9. C'est Tamio Oki. Ishikawa, qu'on voit assez peu, c'est Yu Takanakao. Et Arawei, elle est déjà là, je me souviens plus. C'est Yoshiko Sakakibaru, je crois, parce que j'écris très mal et que j'étais en fin de page. Batou. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce que je vous avais dit, c'est le O long. Et là, je crois que c'est bateau, en fait. Ils prononcent jamais batou, c'est bateau O. Mais je sais pas pourquoi les Français veulent absolument foutre un ou. Là où il y a deux O, en fait, ça me trigger à chaque fois. Donc voilà, c'est bateau, son vrai nom. Voilà. Donc, l'animation a été acclamée pour l'époque. Malgré, en fait, c'est un flop. C'est un film flop. Donc, il est sorti, ça fait un flop. Et ensuite, il est devenu culte. Mais l'animation a été acclamée, puisque c'est un mélange de traditionnel et de CGI. Et c'est encore plus vénère dans la version de 2008, donc le Ghost in the Shell 2.0, comme on l'appelle. Où là, il y a 100 fois plus de CGI, quoi. C'est pas Batou. Ah, il dit pas que c'est la nuit, donc ça peut pas être lui. Donc voilà, flop à sa sortie quand même, alors que c'est quand même un des films les plus connus en animation. Donc c'est drôle. Bab tout triste. Motoko, donc le Major, ne cligne pas des yeux de tout le film, puisque c'est un androïde. Voilà, et quand on le sait, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, Scarlett Johansson, normalement, fera attention, je crois, à ne pas cligner des yeux dans ces scènes, mais je sais pas si ça a été vérifié. J'ai pas l'information si ça a été vérifié qu'elle ne cligne pas des yeux de tout le film. Mais voilà. Il y a une citation de la Bible, le Corinthiens 13, dans le film. J'ai pas noté à quoi ça faisait référence, parce que j'ai eu la flemme, la citation est beaucoup trop longue. Mais voilà, il y a une citation de la Bible. Le film pour vérifier. T'as envie de remater ça? La chanson Making a Cyborg, dont on a entendu une version instrumentale, puisqu'en fait sur Spotify, malheureusement, il n'y a pas la chanson. C'est la plus connue, celle avec les chœurs, là, où on entend chanter, qui passe à peu près 600 fois dans le film, dans tous les films d'ailleurs. Donc c'est de l'ancien japonais, et on reconnaît très fortement plein de mots. Et ça parle d'une personne qui boit trop et qui est amoureux de quelqu'un. Et ça parle de la lune. Voilà, très japonais, quoi. Il n'y a pas la BO avec les « Oh, ah !» Non.
Il y a une référence à enfin, il y a une auto-référence à Tamago no Tenchi. Je crois que je me suis pas trompée. J'ai pas été vérifiée parce que je suis... voilà. Ça fait très argentin. Oui. Je ne trouve pas. Mais d'accord. Donc Tamago no Tenchi, donc l'œuf des anges, c'est le précédent film de Oishi. Et il y a plusieurs références donc, à ce film, enfin en tout cas plusieurs tropes qu'il va réutiliser Enfin, il va réutiliser des tropes qu'il a utilisées dans le précédent film, dans celui-ci, notamment l'arbre gigantesque à la fin, le fait qu'on voit des fossiles et les plumes qui tombent du ciel. Les thèmes des chansons. Mais ça, c'est tout le monde. Enfin, quel pays n'a pas chanté un mec bourré qui pense à sa meuf la nuit? Tous les pays, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, ce qui est différent du manga, c'est que les seins de Motoko sont plus petits, parce que Oishi voulait que ça soit pas un problème qu'elle puisse tenir son arme. Alors, visiblement... Alors, j'ai pas été voir le manga, mais si, il a quand même dit qu'il fallait qu'elle puisse tenir son flingue à deux mains, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de proportion à ce niveau-là. Donc voilà, donc les seins de Motoko sont plus petits. Et contrairement au manga, elle n'a aucune expression d'humour dans celui-ci. Elle ne fait pas... Elle en fait une au tout début, sauf que en français, ça a été censuré. Et si vous ne parlez pas japonais, vous ne pouvez pas savoir qu'elle parle de ses règles à la toute première scène du film. En gros, Bato lui dit ouais, c'est bizarre, il y a les connexions entre nous sont un peu brouillées, je sais pas ce qui se passe, et elle répondrait c'est parce que j'ai mes règles. C'est un androïde, elle n'a pas ses règles, voilà, donc elle fait de l'humour. Incroyable, bravo madame. Nu dans la scène... Bah oui, c'est un des trucs longuement discutés. Même en littérature, personne n'est d'accord. Mais elle a bien une... En fait, on ne la voit quasiment jamais nue, sauf de dos, quand elle enlève sa combinaison de plongée. Ça doit venir de mon alimentation, oui, voilà, c'est ça. Qui fait de l'humour. Dans le film, donc, elle fait pas trop d'humour, mais dans le manga, plus. Et dans le manga, il y a des passages plutôt sexuels, où, par exemple, elle fait l'amour avec une femme, dans un truc virtuel, et Bato va même la surprendre à un moment donné, et elle va lui mettre une tarte. Et dans les films, il n'y a quasiment aucune mention de sexualité ou de rapport à la sexualité, en tout cas. Voilà, c'est pas... Oishi n'a pas voulu mettre cette dimension-là dans son film, donc il l'a rendu quasiment asexuel et asexuée, puisqu'on le voit, elle n'a pas d'organes génitaux, et pareil pour Bato, pareil pour tous les personnages, il n'y a pas de cul dans ce film. Voilà. Dans la scène d'arrachage du tank, qui est une des plus connues d'animation, parce qu'elle est vraiment spectaculaire, en vrai, en termes d'animation, c'est assez spectaculaire de voir toute cette chose, enfin, les chairs, les machins, les trucs, enfin, les tendons et tout qui s'éclatent. Là aussi, c'est là où on peut voir qu'en fait, elle porte bien sa combinaison, puisque même la combinaison s'éclate. Voilà. Et en fait, cette scène a été faite en reproduisant... en prenant pour modèle une catcheuse. Donc c'est pour ça que le corps est légèrement différent de toutes les autres scènes. On dirait qu'elle est bien plus mastoc. Et c'est normal puisque le modèle n'est plus le même par rapport à sa version quand elle est au calme, quand elle n'est pas en train d'arracher des tanks. Voilà. Et d'ailleurs, cette scène sera reproduite ensuite dans Innocence. Ça m'a un peu perturbée d'ailleurs. Comme s'il fallait que Motoko perde tout le temps ses bras. Je ne sais pas quel est le symbolisme. Cette scène se passe dans un musée qui est en réalité une cathédrale. On peut la voir il y a un plan aérien où on peut voir que c'est une cathédrale en réalité. On voit donc la lignée naturelle pilonnée. Ce qui s'arrête juste avant l'écriteau homme. À la fin, on voit un ange.
plus le fait que Motoko va gagner un nouveau corps, tout ceci pourrait représenter l'évolution de l'homme vers la machine, puisque c'est un des thèmes du film. En gros, le musée se passe dans un lieu sain, en montrant l'évolution naturelle de l'homme, sachant que ça s'arrête, enfin, on pilonne toutes les racines en s'arrêtant à l'homme. À ce moment-là, un ange descend. Elle se fusionne avec Cocotin, là. Elle gagne un nouveau corps, et donc c'est comme si elle renaissait et qu'elle crée la suite de l'homme et de la machine, un être transcendant les deux espèces, d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un des thèmes les plus énervés qu'on peut voir dans ce film. Et toute la fin, en fait, est reliée à ce thème et essaye de l'expliquer symboliquement. Il y a aussi beaucoup de références au miroir, qui est un gimmick de réalisation de Oishi. Il adore ça, il adore les miroirs, la réflexion dans le miroir. D'ailleurs, dans le générique du deuxième film, on voit un œil qui regarde quelque chose, mais on voit la réflexion à l'intérieur de l'œil. Et ça voudra dire quelque chose, d'ailleurs. On en parlera peut-être après dans Innocence. Oui, on en parle après dans Innocence. Mais c'est aussi une référence à la mythologie japonaise. En gros, il y a une phase très très importante dans la mythologie japonaise qui est... comment je peux résumer ça? En gros, Amaterasu, c'est la déesse du soleil, ou la représentation du soleil. Et elle s'est engueulée avec son frère Susanoo, qui est un gros con. Donc elle est vexée, elle se casse et elle disparaît dans une caverne. Sauf que quand elle fait ça, elle interdit au monde d'avoir accès au soleil. Donc tout le monde est plongé dans le noir. À ce moment-là, tous les dieux se réunissent devant cette caverne pour tenter de faire sortir Amaterasu, qui refuse. Et quelqu'un a une idée. En gros, c'est de faire à Ame no Uzume, donc qui est la déesse de l'aube et de l'humour, une danse pour amuser les autres dieux. Donc voilà, c'est la grosse stuff, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, Amaterasu, elle comprend pas, elle entend des rires et des chants à côté de sa planque, elle est en mode « Qu'est-ce qui se passe? Ça m'intéresse ?» Donc elle sort un bout de tête comme ça, elle fait « Allô, vous faites quoi ?» Et là, à ce moment-là, Amano Iwato, donc qui est Ame no Taji Kareo, qui est le dieu de la force, chope Amaterasu par le bras et la sort de sa caverne, et elle accepte à nouveau de sortir. Et voilà, et la légende s'arrête ici, même si elle punit Susanoo en l'envoyant paître loin, et pour se faire pardonner, je crois qu'il lui offre un miroir, ou je sais plus, est-ce que je l'ai nommé? Nananana. Ah non, pardon, j'ai oublié un truc. C'est qu'en fait, quand elle sort la tête pour dire « Vous faites quoi ?», on lui présente un miroir. Et en fait, elle se voit dans ce miroir, et elle est en mode « Oh, trop bizarre !» En fait, elle a un temps de latence devant le miroir, parce qu'elle est étonnée de voir son propre reflet à la sortie de la caverne, et en fait, c'est à ce moment-là où l'autre la chope par le bras et la sort, en fait. Sinon, elle serait rentrée trop vite. Voilà. Voilà. Okami, bah oui. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, on pourrait relier les personnages. En tout cas, c'est une des... Comment on appelle ça? Une des... Une des théories où on peut relier les personnages entre eux, c'est que Amaterasu serait Puppet Master, Ame no Uzume, donc la déesse de l'aube, ça serait le Major, donc celle qui danse. D'ailleurs, dans la légende, donc la déesse de l'aube et on lui demande de danser pour faire sortir Amaterasu, mais elle réussit pas vraiment en fait. Ce n'est pas elle qui réussit à sortir Amaterasu de sa caverne, elle lui fait juste passer une tête. C'est ensuite Taji Kareo qui va réussir à la sortir de force. Et donc, ce bateau serait donc le personnage qui représente le dieu de la force. En gros, donc Amaterasu, le Puppet Master, est caché à l'intérieur d'un corps. Le Major existe dans le monde et tente d'amadouer ce personnage pour le faire sortir de sa caverne. Et en fait, c'est à la fin
Elle va quand même tenter d'ouvrir la caverne, donc c'est la représentation du tank, et c'est Bateau qui sauvera tout ce beau monde, qui permettra qu'on attrape le Puppet Master pour le foutre dans le Major, et voilà, ça donnera une... je sais pas comment on l'appelle à la fin, en fait cette réunification du Major et du Puppet Master, quoi. Donc voilà, c'est une théorie de fan, vous en faites ce que vous voulez, moi j'ai trouvé ça intéressant. Surtout que vraiment c'est un gimmick de réalisation de Oishi de mettre des miroirs partout. Hop. Et d'ailleurs, je le prouve tout de suite puisque on voit le double de Motoko sur un bateau. En fait, j'avais pas tilté parce que je suis vraiment teuteux dans ma petite tête. Mais en fait, quand elle est sur le bateau et qu'elle raconte qu'elle se sent pas bien, qu'elle sait même pas si elle a été humaine, elle sait même pas si elle a une âme, etc. et qu'il lui faudrait un corps différent pour se sentir exister, à ce moment-là, on voit quasiment... Enfin, on voit elle-même. On voit une autre Motoko. Alors, est-ce que... La personne ne sait, est-ce que c'est... comment dire, Motoko a été fabriqué par une entreprise. Est-ce que c'est la même entreprise qui a fabriqué cette autre Motoko parce que, en fait, c'est un modèle en série? Donc ça veut dire qu'il existerait plusieurs corps de la même sorte, ou est-ce que c'est une hallucination puisque le Puppet Master lui a déjà brouillé la tête, et donc ça pourrait être une hallucination du Puppet Master. Coucou Maïlera, comment ça va? Donc voilà, alors, je vous le dis, ça a été expliqué dans un des mangas ou une des séries, je ne sais plus, c'est effectivement... un corps en série, c'est-à-dire que Motoko a été créée pour être la plus bateau possible, pour qu'elle passe partout et qu'elle soit pas reconnue en tant que flic, et donc qu'on fasse moins attention à elle. Donc voilà, je vous livre malheureusement, l'interprétation s'arrête là. Mais voilà, c'est quand même un double, et c'est important de le signaler, puisque vraiment Motoko, c'était un de ses angoisses, c'est que elle n'a pas de corps à elle. Et on le prouve puisque elle est faite en série. Donc elle peut se retrouver dans la foule à n'importe quel moment. A le même corps? Non, hormis les cheveux. Non, c'est vraiment pas le même corps. Enfin, après, elles ont vraiment des corps basiques de meufs, donc... des corps stéréotypés de meufs. Donc, oui, peut-être, mais c'est... En vrai, le Puppet Master n'est pas censé être comme Motoko. C'est pas grave. Une de mes révélations de ces derniers temps niveau cinéma. Ah ouais? Ah bah tant pis. Vraiment, j'ai l'impression d'être passée à côté de la hype. Alors, qu'est-ce qui diffère entre ce Ghost in the Shell et la version de 2008? En gros, donc je vous ai dit beaucoup plus de CGI. Mais ce qui change aussi, c'est quand on est dans les plans du cyberespace, au lieu que ça soit vert, ça sera orange. Et la voix, et là je trouve que c'est très dommage d'avoir fait ça, la voix du Puppet Master passe de homme à femme. Que la tête était la même. Bah normalement, non. Enfin, normalement, j'ai rien vu qui parlait de ça, ni dans mes recherches pour la rétrospective, ni dans mes recherches pour la vidéo. Il n'y a rien qui parle du fait que le Puppet Master a la même tronche que Motoko. Après, je te dis, elles ont vraiment, les deux là, c'est vraiment deux corps clichés de femmes. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que je dis dans ma vidéo. Parce que là, on peut parler des thèmes. Quel thème vous avez vu, vous dans ce film? À part l'évolution de l'homme-machine, parce que ça, j'en ai déjà parlé. Mais est-ce que vous avez vu d'autres thèmes qui est porté par le film? Il y en a plusieurs. Pas facile? Bah si on a vu les films, si. Enfin moi je sais pas, je trouve ça facile, mais... Après je vous demande pas, il n'y en a pas 50 000, hein, il y en a juste... Enfin moi j'en ai 3 là déjà. Enfin, j'ai parlé juste de l'évolution de l'homme, mais il y en a un qui est très très proche. Qui est très 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 proche. Alors là, je vous fais travailler. Dans le sens, qu'est-ce qui différencie les humains des machines? Exactement. En gros, qu'est-ce qui différencie... Alors, eux, ils vont nous dire le ghost, mais on voit bien
que le Puppet Master est justement l'exception qui confirme la règle, puisqu'en fait, il est censé ne pas avoir de ghost, puisqu'il n'a pas de ghost en réalité, mais il aurait réussi à créer lui-même son ghost à l'intérieur même de ce qu'on appelle Internet. Et voilà. Question de la vie. Oui. Enfin, alors, est-ce que tu peux te développer la vie? Qu'est-ce que l'humanité? Ouais, aussi. La question des souvenirs, voilà, exactement. Ça passe par qu'est-ce que l'humain, en vérité? Si on veut le mettre sous un grand chapeau, qu'est-ce qui est humain? Parce que Motoko, elle se sent pas humaine alors qu'elle l'est. Elle est censée l'être, mais en même temps, elle a ça, à peu près, dans tout son corps qui est humain. Donc, elle n'arrive pas à comprendre si elle est vraiment humaine. Et il y a tout ce rapport, effectivement, aux souvenirs, les souvenirs modifiés à cause du Puppet Master, et d'ailleurs, on lui dira, tu n'es pas humain, enfin, tu n'es pas vivant, car tu n'as pas d'âme. Et l'autre répond, ou t'as pas de souvenirs, et l'autre répond, mais vous avez, vous avez des souvenirs, ok, mais en fait, votre ADN, c'est aussi votre mémoire, et est-ce que ça fait de vous des êtres non humains? C'est parce que votre ADN vous force à survivre, que vous vous sentez humain, alors que moi, je suis pas censée être humain, mais vous me dites que je suis programmée pour survivre, sauf que en fait l'ADN c'est exactement la même chose en fait. L'ADN vous force à survivre, et lui en fait, même s'il était programmé, c'est la même chose en fait. La perception de la réalité. C'est plutôt les souvenirs, la perception du passé, de la réalité, qui nous sommes en fonction de nos mémoires, notre mémoire, et on verra que c'est aussi dans Innocence aussi. Qu'est-ce que l'âme humaine, ouais. Comment on se définit? Par nos souvenirs ou nos actions aussi, ouais. Bah, c'est là, ouais, c'est ouais. L'arbre de la vie, une sorte d'évolution de la vie, il ne veut pas pouvoir se répliquer, mais aussi une forme de descendance, c'est ça. Oui, je voulais vérifier si on était sur la même longueur. Ouais, exactement. En fait, le Puppet Master, donc, qui est censé... donc, vous l'avez pas dit, mais il y a tout un thème autour du genre. Le Puppet Master est censé être agenre, même si on le nomme au masculin, alors qu'il a il a un corps hyper féminin et une voix masculine. C'est pour ça que je trouve ça très dommage qu'ils aient changé la voix pour une femme dans la version de 2008, car je trouve que ça perd tout son sens, car la dichotomie voix d'homme, corps féminin, ça créait ce malaise qui est absolument magnifique pour parler du genre, puisqu'en fait... est-ce qu'il faudrait mettre un genre au Puppet Master? Et pareil pour Motoko, on ne sait pas son genre en réalité. Elle a un corps de femme, on la genre au féminin, mais personne nous dit que dans sa vie d'avant, elle n'était pas un homme en fait. Et même elle ne sait pas ce qu'elle était, donc c'est ça où il y a un flou. Il y a un flou dans le genre qui est hyper important. Bon alors après, ça n'empêchera pas que généralement votre cerveau va dire Motoko femme, Puppet Master mec, et qu'à la fin, ça fasse en fait une espèce de... un vrai couple qui s'unit pour donner une vie extrêmement étrange. Parce que le Puppet Master, son but, lui, c'était de se reproduire, effectivement, comme tu le dis, Maïlira. C'est de se reproduire, mais pas de se copier. En fait, il pourrait se copier et dire, voilà, je pose mes enfants, et c'est moi, mais en version copie. Sauf qu'en fait, il dit que s'il fait ça, n'importe quel virus va le défoncer. Donc en fait, s'il y a un virus qui passe, il disparaîtra. Et lui, son but, c'est pas de se copier, c'est justement de créer quelque chose de neuf. Et donc c'est pour ça qu'il s'allie avec Motoko, pour comme des parents, en fait, c'est 1 + 1 égale autre chose, en fait. Et là aussi, on se retrouve avec le Puppet Master qui se lie à Motoko, qui est une forme d'humanité robotisée qui va s'ajouter, en fait, avec cet être purement virtuel, quoi. Une sorte de fusion, ouais. C'est pas un couple au sens habituel, mais on a quand même tendance à l'associer au masculin, le Puppet Master. Avec l'évolution de l'IA. Oui, bien sûr. Justement, en fait, l'évolution de l'IA, c'est le Puppet Master. C'est cette fameuse question de qu'est-ce qui se passe si une IA mute et devient sentient, en fait. Parce que le Puppet Master est sentient. Il a une âme et il considère qu'il n'est pas programmé pour survivre, mais qu'il a juste un instinct de survie. Donc il est devenu comme un humain, en fait. Et c'est pour ça qu'il se fâche, entre guillemets, quand on essaye de le récupérer et que les autres lui disent tu n'es pas ce que tu crois être, en fait.
Alors que à l'inverse, ce qui est drôle, c'est que le Puppet Master, je viens de tilter, le Puppet Master est sûr de ce qu'il est, alors que Motoko, qui devrait être sûre de ce qu'elle est, n'est pas sûre en fait. Elle doute vachement de est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un humain avec des souvenirs inventés. Voilà. Pour le genre du Puppet Master, mais pas celui du Major. Et pourtant, qui te dit que c'est pas un mec, le Major? Parce que si on regarde bien, mis à part son corps, elle n'a que des réflexions, que des actes de mec. Tout est cliché mec chez elle. Et Bato, qui a le corps le plus masculin de tous les personnages, a que des réflexes de femme. Enfin, de clichés femme. À chaque fois, je parle d'archétype, hein, ne prenez pas ça pour... ça, c'est être un mec ou ça, c'est une femme. Hein. C'est des archétypes. En gros, le Major n'est archétypalement que tourné vers des actions masculines. Et Bato est très dans le care, il s'inquiète, il réfléchit avant d'agir. Et ça, c'est trois archétypes féminins. Alors que l'inverse, Motoko, qui est censée représenter la femme, elle agit sans réfléchir. Elle est casse-cou et elle prête très peu d'attention aux autres. En fait, elle est vraiment dans la performance. Et donc c'est drôle de voir que les corps ont été, les genres et les corps ont été inversés, et c'est ça qui crée du trouble. Après, c'est vrai qu'on le ressent pas parce que c'est pas pointé, mais c'est intéressant de remarquer. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a toujours fasciné. Et encore plus, ça m'a fasciné parce qu'au début, quand je l'ai vu la première fois, j'étais comme n'importe qui se dit « Oh, encore une meuf à poil ». Parce que effectivement... mettre un truc thermo, machin truc de camouflage, couleur chair, tu te dis... Moi, j'ai envie de dire ça. Voilà. Il y a encore une part de moi qui, malgré toutes mes recherches sur le truc, ne peut pas m'empêcher de voir du male gaze, en fait. Ce film, pour moi, est bourré de male gaze. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'en vrai, il y a une vraie réflexion sur le genre, sur la performance du genre, comme dirait Judith Butler dans Trouble dans le genre. Il y a vraiment, en fait, les trois personnages même, ne font que performer des genres et les corps n'ont absolument rien à voir avec leur genre, en fait. C'est pour respirer par la peau. Putain, je connais pas, mais magnifique. Exactement. On voit un mec qui est capable d'avoir un camouflage avec une cape. Elle veut dire qu'elle est humaine tant elle a l'air d'agir sans trop réfléchir. Genre au début, elle laisse Munich piloter en lui laissant à peine le temps de réagir pour parler. Oui, bah, elle est très, ouais. Elle est très. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans la voiture juste avant ce moment-là. Elle dit, moi je ne suis que performance. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un humain entre guillemets, parce que Togusa donc s'est pas fait remplacer beaucoup de choses. Contrairement à Bato qui a lui aussi les yeux transformés, je crois qu'il a un bout de son cerveau qui est transformé, je crois que son corps est augmenté. Le Major, lui, il est à 99% cybernétique. Et je crois que Togusa, donc celui qui est dans la voiture à ce moment-là, est très peu augmenté. Je crois qu'il a un petit peu le cerveau transformé pour gagner des informations plus vite. Mais il est très humain. Et en fait, elle a besoin de cette humanité et de cette capacité à réfléchir moins vite qu'elle pour... la calmer en fait, parce qu'elle est trop en mode est trop efficace et elle l'engueule juste sur l'arme qu'il utilise parce qu'elle trouve qu'il est pas assez effectif, enfin pas assez performant avec cette arme, donc il devrait en changer. Mais voilà, il y a toute une question de la performance en tout cas, parce qu'elle est profilée pour être performante quoi. De Motoko, soit de se poser des questions plutôt qu'elle soit spéciale. Elle respire par la peau, ça justifie Kojima pour une personne féminin qui est en bikini. Oh non, mais... je dirais rien, il y a un personnage dans My Hero Academia qui est terrible sur ça aussi. J'ai vu de la masculinité, j'ai vu de la performance, que je me suis dit qu'elle limite sa vision d'elle-même à une machine-arme. Oui, mais alors dans ce cas-là, on pourrait se dire pourquoi elle n'a pas gagné un corps de mec. Parce que elle serait bien plus... Enfin, si on considère ça, elle serait bien plus... voilà, quoi. Coucou, Kimi Kachu. Coucou. Ah bah, oh, non mais attendez, vous êtes pas prêts pour le film de 2017, hein, j'ai trop de choses à dire.
c'est terrible. Enfin, ça va être brouillon parce que j'ai absolument pas canalisé mes idées, mais voilà, quoi. Elle serait bien plus pouite. Non, mais en vrai, c'est une des questions que je pose dans ma vidéo, c'est quel intérêt d'avoir ces corps-là, en fait? Si on veut de la performance, tu n'as pas besoin de nichons. Ça ne te sert à rien, des nichons. En réalité, pour être flic, tu n'as pas besoin de nichons. Donc pourquoi on lui a mis des nichons? Voilà, ça me casse les couilles. Voilà. Ça fait un peu... Elle a un corps de femme pour qu'on puisse voir la femme dans sa combinaison. Mais oui, mais en vrai, pour moi... Il y a une grosse critique du male gaze à faire, une grosse critique Enfin, vraiment, il y a un male gaze trop, en fait, c'est trop là-dedans. Et quand j'étais petite, moi, ça m'avait vraiment choquée, en fait, cette vision de la meuf. Alors oui, elle est badass et elle s'explose les bras sur un tank, mais est-ce que ça valait bien le coup de nous la foutre à poil, de nous foutre un corps aussi cliché, en plus? Enfin, c'est vraiment... On a vraiment le corps le plus cliché de la planète. Enfin... Donc voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une dichotomie entre elle qui veut être dans la performance et en même temps, on lui a mis des nichons. Ça ne sert à rien. Elle aurait pu demander de les retirer. Enfin bref, je trouve qu'il y a... Voilà, il y a... C'est ce qu'on appelle... Alors, comment on appelle ça déjà dans le jeu vidéo à la dissonance ludonarrative. Là, nous sommes dans une dissonance cinémo-narrative. Cinémo. En gros, je pense qu'il y a un petit problème entre ce qu'on essaye de nous d'expliquer, le personnage de Motoko, et la vision des hommes qui ont créé le film et le manga. Le cinéma. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que ça permet de parler de beaucoup de choses sur la représentation du féminin au cinéma. Même quand si on veut faire une femme forte, on est obligé de lui foutre des ins de ouf. Alors que c'est complètement nul par rapport à ce qu'elle décrit, elle, dans le film. Donc voilà. Voilà, bah, j'ai terminé pour ce film. Hein. Je pense que j'ai tout dit. J'ai réfléchi, mais je crois que c'est tout. Si vous avez des choses à ajouter, voilà. C'est pas ultra érotique, voire pornographique. Il y a des passages, il y a effectivement des passages où elle fait l'amour avec une femme, où c'est même mentionné, même Bateau va... En fait, il y a un passage assez drôle, enfin, que je trouve, en fait, assez drôle, que j'ai lu dans le livre que je lis en ce moment pour la vidéo. Et c'est intéressant parce que lui, il sait pas. Il y a un point de lecture où tu ne sais pas si tu dois le dire comme ça ou comme ça. En gros, donc, elle a un orgasme dans cette truc virtuel. Et Bateau arrive pile à ce moment-là. Donc, lui-même ressent cet orgasme puisqu'il se connecte au cerveau de Motoko et ressent ce qu'elle ressent. Et à ce moment-là, elle le défonce parce que, alors, soit il aurait pas dû la déranger pendant ce moment, soit parce qu'en fait, c'est de la transgression, parce qu'en ayant un corps de mec, il n'aurait pas dû avoir d'orgasme féminin. Voilà, donc c'est deux lectures possibles, mais je les trouve intéressantes, parce qu'en fait, tout est possible dans le virtuel, donc j'ai bien aimé avoir cette information-là, mais oui, il y a des moments où elle fait l'amour avec des femmes. Ça fait plaisir de voir une meuf balèze, cela dit, on aurait pu éviter la combi couleur poil. Couleur poil. Ah non, couleur à poil, putain, c'est moi qui ai lu couleur à poil. Je pense que c'est le fait que Motoko ne montre quasi aucune émotion. Ah oui, bah c'est normal, oui. Parce qu'elle a pas de... Ah, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait Loud, c'est Est-ce qu'elle performe le fait d'être un soldat pur jus, parce que c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle est, ou parce qu'elle se sent plus robot. Est-ce que le fait d'avoir un corps complètement robotisé lui a fait perdre ses émotions? Si. Elle a des orgasmes. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, on va passer au point moulin. Alors, je suis désolée si ça se trouve, c'est pas du tout accurate, mais pour trouver les budgets pour des films d'animation, oh, c'est compliqué à tout, hein. Donc alors, le film aurait eu besoin de 2 millions de dollars pour être réalisé. Vous pensez qu'il a engrangé combien de tunas? « 3 millions. J'ai donné une information importante à un moment donné. Coucou Bakou.
18 millions. Coucou. Par contre, je sais pas si c'est parce que le film date et qu'on a vu trop de films, tout ça, mais à la fin du film, je me dis ok. Voilà mon ressenti. C'est-à-dire ok. 250K, un peu plus. Récemment, j'ai vu qu'il y avait une diff entre un animé et le manga niveau représentation. On voyait la couverture. Entre un animé et le manga. C'est-à-dire un manga qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, c'est ça? Qui modifie beaucoup. Il s'est ramassé, mais je me dis que sur le long terme, ça s'est amélioré. C'était pas un... Si, c'est un échec commercial, ouais. Là où et le plus près en étant un peu loin, mais c'est pas mal. 918K. Non, pas 18 millions. Il atteint presque le million, mais pas tout à fait. Donc oui, c'est un flop, je vous l'avais dit. Ouais, c'est un gros flop. Mais en fait, je pense pas que les budgets soient comptabilisés ensuite pour les DVD et tout ça, et le fait qu'on achète sur 20 ans un film. Donc malheureusement, ça s'arrête, je crois, à la diffusion en salle. Donc c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre-là. Mais oui, ça a dû rapporter un peu plus après. Mais oui, il y a beaucoup de différences entre les mangas et les animés. Par exemple, My Hero Academia, un des personnages est un peu plus rond. Et dans l'animé, il est très standard, en fait. Mais je pense aussi que c'est pas... Là, pour ce cas-là, je pense que c'est plus des facilités d'animation. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des... Vous savez, des templates, en fait. Peut-être qu'ils ont des templates et ils sont habitués à dessiner toujours la même forme. Et donc, à la fin, tu te retrouves avec toujours les mêmes corps, quoi. Ah oui, oui. C'est ce qu'on se disait avec My Hero Academia aussi, on en avait parlé. De Ochako, qui normalement est bien plus ronde, elle a beaucoup plus de fesses. Et en fait, dans l'animé, elle en a pas, quoi. C'est tout. Mais je suis content de la tournure des... Tout ça pour ça, bordel la cul. Coucou Kéferan, comment ça va? Coucou. Je comprends surtout dans la construction très contemplative des scènes, ça donne l'impression de voir l'élément perturbateur de l'histoire juste avant le générique de fin. Ah oui. Toujours des talons aiguilles. Le yinche. Oui, j'ai vu le yinche. Il est très important en vrai, le chien. En vrai, alors, la fin, quand tu dis la fin, tu parles de la fusion ou de après? Parce qu'en fait, il y a deux fins en réalité. Imhotep, ça va. Nous avons passé le premier Ghost in the Shell. Les modes de Plaou. Et comme il n'y a pas beaucoup de choses à dire, je peux prendre plus de temps pour discuter des trucs. Sauf si, et là je pars en bad trip pendant 1 heure sur Ghost in the Shell de Mini. Qu'est-ce que tu appelles la deuxième fois? Quand elle a son nouveau corps. Le premier film donne une impression d'intro. Ah ouais? À ce point-là? Est-ce que vous êtes comme moi? Ou pendant tout... Attends, c'était quel film où je me suis dit ça ne démarre jamais? Gladiateur. Est-ce que pendant tout Gladiateur, vous vous êtes dit c'est quand que ça commence? Non, en vrai, dans Ghost in the Shell, moi j'ai pas l'impression que c'est une intro. Je n'ai pas cette impression. Je me suis juste dit, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose en 1h30. Voilà. Genre, en fait, si t'enlèves toutes les contemplations, ça dure une petite heure, quoi. Gladiator! Et ben, Gladiator, je l'ai revu et vraiment, toutes les 15 minutes, j'étais... Allez, ça démarre. Ah oui, c'est là que ça démarre. Bah alors, c'est maintenant que ça démarre. Ça démarre? Générique de fin. Très bien. I'm not entertained. Mais j'étais entertained, mais je voyais pas le début. C'était trop... Enfin, je voyais pas la suite du début. J'avais l'impression que c'était une gigantesque prémisse. Alors qu'il s'en passe des trucs et j'étais vraiment en mode... Ah oui, c'est là que ça démarre. C'est bizarre, ça n'a jamais démarré. Et vraiment cool. Avec sa musique. Oui. C'est vrai qu'on n'est plus habitué à ce genre de film où en fait, il se passe un truc et après, il y a une longue phase où il se passe plus rien, etc. C'est comme des respirations. On n'est pas très habitué aux respirations maintenant. J'ai du mal à me rappeler. Deck. Les scènes de contemplation. Oui. Moi, j'ai beaucoup. C'est putain quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Flo? Flo qui a pété un gros câble.
Bah en fait, oui. Bah maintenant, avec les Marvel et tout, où c'est 2 heures, où 2h30 presque, où il se passe que des trucs tout le temps. Ah putain, il y a un film récemment où je me suis dit, laisse le temps de respirer, bordel la chiotte. Parce qu'en fait, il y avait une scène d'émotion, et tout de suite, direct, on te met un truc derrière, et t'es là, ah, je vais respirer. Dans Gladiateur. Très bien, Flo. Maintenant, j'imagine les petites chenilles, là, dans la plaie, qui font la chenille. Voilà, très drôle. Donc oui. C'est rare, maintenant, les films qui prennent leur temps. Et même dans... Bah si, en fait, dans Kusai, ça prend un peu son temps, quoi. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai que... En fait, je pense qu'il y a tellement un aura de gros cerveau autour de ce film, peut-être que ça dessert son propos dans le sens où on croit que ça va être incroyable et tout, et en fait, pas du tout, c'est quand même assez clair, quoi. La fin aurait pu être le début d'un nouvel... Oui, c'est clair. C'est clair. Moi aussi, quand j'ai vu que c'était la fin, j'étais en mode... What? C'est fini? 10 plans contemplatifs de 10 secondes, ma sortie du film. Je pense qu'il faut le faire bien. Bah... Toi, tu considères que ça n'a pas été bien fait, mais la plupart, moi, j'ai trouvé ça bien fait. J'ai trouvé ça mieux fait que dans Innocence, où vraiment, Innocence, j'ai trouvé ça un peu long, quoi. Après, la musique est cool, donc voilà. Alors, nous reprenons les mêmes doubleurs et doubleuses pour ce film-là. Ah, mais non, mais attendez, ah oui, c'est parce que je m'étais trompée. Arawe, donc c'est Yoshiko Sakakibaru, qui sera d'ailleurs la voix du Puppet Master dans le 2008. Les plans étaient cool à regarder. Oui, en vrai, c'est très beau. Mais c'est vrai que si t'es pas habitué aux respirations et au silence, au silence entre guillemets, c'est plus difficile à regarder, c'est sûr. Ça demande toujours plus d'attention, je trouve, les moments comme ça. Parce qu'on peut vite avoir tendance à vouloir faire autre chose, quoi. On est tellement plus habitué à ne rien faire pendant 5 secondes que... et à rien... Enfin, à regarder comme ça dehors, par exemple, sans qu'il se passe rien. On n'est plus habitué à s'ennuyer, en fait. Donc peut-être que ces films-là, c'est plus compliqué à voir, quoi. Mais c'est un travail. C'est un travail. Moi, par exemple, des fois, je regarde des films, il se passe des trucs, hein. Mais ah oui, les courses-poursuites. Alors, les courses-poursuites, par exemple, ou les bagarres, généralement, c'est à ce moment-là où je prends mon portable. Mais des fois, j'essaye de me forcer à ne pas regarder mon portable pour m'emmerder, en fait. Parce qu'en fait, il faut que j'arrête de combler l'ennui, quoi. Mais pareil, devant ce film, enfin, pendant les rétrospectives, en fait, j'essaye de foutre mon portable giga loin pour bien regarder tout le film. Et si c'est mou et que je m'emmerde, et comme ça, je saurais que c'est mou et que je m'emmerde, quoi. Mais il faut pas que je remplisse. Et c'est très compliqué à faire parce qu'on est vraiment habitué à remplir très très vite, quoi. Voyons Twitter. C'est un peu ça. La course-poursuite. Alors, Ghost in the Shell Innocence, sorti en 2004, toujours de Mamoru Oshii. Il y a une évocation de la 3e loi de la robotique, c'est-à-dire un robot ne peut pas je crois que c'est ça, ne peut pas attenter à sa vie si ça intente à la vie d'un humain ou un truc comme ça. En gros, il doit rester en vie tant qu'il doit protéger les humains. Ah voilà, donc c'était bien des tomes. Donc le premier Ghost in the Shell se réfère au tome 1, 3, 9, 11, et celui-ci va se baser sur le manga 6 qui s'appelle Hondo. Walou. Ça a demandé 4 ans de développement pour faire ce film, notamment une année juste pour faire la parade que l'on voit au milieu et qui est ce fameux moment de respiration du film. Un chouï trop long à mon goût, mais c'est juste mon avis. Donc la parade dure 5 minutes quand même, et ça a nécessité 1 an de taf au milieu des 4 ans de développement. Et ben là, il n'y a que de la 3D, je crois, avec utilisation quand même de peinture. En fait, c'est toujours un mélange de CGI et de peinture, mais extrêmement bien faite, et donc on voit pas le mélange des deux. C'est un des trucs les plus... qui fait le charme, en fait, de Ghost in the Shell. Et c'est vrai, quand on le revoit maintenant, 2004, que ça commence à être vieux, ça choque pas des masses. Il y a des moments où ça va un peu plus choquer, genre dans l'espèce de manoir, juste avant, là, l'espèce de truc un peu voilà, quoi. Mais sinon, ça choque pas trop. C'est compliqué dans ce film.
pour la chanson, donc la fameuse chanson avec les ouah, cette fois-ci, il y a 75 chanteuses pour le chœur. Voilà, c'est beaucoup. Et sinon, ils ont créé la vraie boîte à musique qu'on entend dans ce fameux manoir là du mec qui s'appelle Kim. Il y a une boîte à musique au milieu de l'entrée. Ils ont reproduit ce modèle-là dans la vraie vie et ils l'ont foutu dans une mine souterraine pour faire pour enregistrer le son en fait de ce que ça donnerait en fait. Putain. Voilà. Mais what the fuck. Cette fois-ci, nous n'avons plus de référence à Hong Kong, mais à Taïwan et à l'Italie. Même si c'est la même ville que le 1 en réalité. Celle du manoir, oui, elle était stylée. En vrai, j'ai découvert, donc je l'avais jamais vu Innocence, je l'ai découvert et j'ai bien aimé en vrai. Alors, en Italie, on peut retrouver donc le siège de la Locus Solus, donc les méchants, on va dire, est inspiré du dôme de Milan, donc qui se trouve en Italie. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non. Ok, donc c'est basé sur Taïwan cette fois-ci. Mais c'est la même ville. C'est la même ville, mais c'est plus... voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit. CGI à foison, mais c'est encore ok car utilisation de peinture classique. Donc il y a bien un mélange des deux à chaque fois. La Locus Solus, donc qui veut dire lieu seul, si je ne m'abuse, c'est une référence au livre de Raymond Roussel. Voilà, c'est un français, super. Donc je vous l'ai dit, la maison de Kim avec la boîte à musique reproduite en vrai et dans la mine. Il y a une référence à une citation bouddhique du Dhammapada, un des textes bouddhiques les plus vieux du monde, avec la fameuse phrase qu'on répète en permanence, c'est « Laisser un homme marcher seul, comme un éléphant dans une forêt ». En gros, si vous ne lui donnez... En fait, il y a une phrase avant qu'ils n'ont pas mis dans le film qui est ne lui donnez pas de mauvais compagnons, laissez-le marcher seul dans une forêt comme un éléphant. Enfin, laissez-le marcher seul comme un éléphant. En gros, il ne fera pas de mal s'il n'est pas mal accompagné. Un homme tout seul, normalement, est OK avec son environnement, quoi. Donc ça, c'est ça la citation réelle de ce texte. J'ai lu quelques citations de ce texte et je les trouve plutôt... c'est assez mimi, c'est des petits... c'est des petits proverbes, des petites citations comme ça, plutôt pas banal, mais presque. Mais c'est très sympa. Un éléphant insouciant? Ah, je sais plus. Est-ce que je vais le retrouver? Non. On le retrouvera. Je le retrouverai plus tard, peut-être. Il y a aussi une citation que l'on voit souvent, c'est celle de l'acteur de No Zeami, donc qui est né en 1363, qui est mort en 1443. Quand la mort arrive... Alors, je vais le faire de tête. Quand la mort arrive, nous sommes comme des pantins à qui on aurait coupé les fils, on s'effondre sur scène, un truc comme ça. Voilà, donc c'était une citation de lui. Il considérait que la vie c'était ça en fait. On était tous des actrices sur une scène de théâtre, reliées par des fils, et un jour la mort, clac, elle coupe les fils et on s'effondre. Ça fait une référence directe à la disparition de Motoko à la fin du film. Quand elle s'effondre, quand elle quitte la poupée qu'elle avait possédée. Je vous avais dit que le miroir était très important pour Oishi. Dans ce film, on le retrouve aussi avec, donc je vous ai dit, avec les yeux du gynoïde qui est créé au début, dans l'introduction, dans le générique de début. En fait, c'est un gynoïde qui est ensuite au cœur de l'intrigue, qui va être créé. Et en fait, dans les yeux du gynoïde se reflète un autre gyroïde
Gynoïde, pardon, à chaque fois je dis gyroïde, mais c'est gynoïde. Un autre gynoïde. Donc en fait, c'est encore ce fameux double et ce miroir et cette réflexion qui est mise en lumière. Voilà, donc c'est un gynoïde qui regarde un gynoïde. Incroyable, n'est-ce pas? Ah oui, on les voit. On les voit. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre référence dans ce générique, c'est-à-dire qu'on voit le gynoïde être scellé, en fait, enfin avoir 2 têtes et un seul corps, et c'est en référence à un livre... Non, pardon. Merde, je l'ai mis où? Parce que ça, c'est un truc que je sais. Il y a même un livre dans le... Ah, voilà. C'est une référence à Hans Belmer, qui est un sculpteur et qui n'arrête pas de faire des sculptures de poupées et d'androïdes, on va dire. Et on verra qu'il y a un livre de Belmer qui est utilisé aussi dans le film, donc c'est vraiment une référence à cet artiste. Ça veut dire quoi, gynoïde? Je ne sais pas. C'est la fille qui les contrôle qu'on voit à la fin. Non, c'est vraiment 2 gynoïdes qui se regardent. Il n'y a pas du tout de mention de la fille, parce qu'en fait, je vous le dirai après, mais Oishi est très clair sur ce qu'il a voulu montrer, entre guillemets, et de quel côté il se place dans le film, quoi. Un androïde au féminin? Ah ouais? Ah d'accord, tu vois, je savais pas. Ah oui, Andros, Gino. Ah d'accord, ah trop marrant. Bah voilà, je savais pas du tout. Bien vu. Un autre gimmick de réalisation du réalisateur, c'est le chien. Le chien, puisqu'en fait, c'est toujours un basset. Et pourquoi? Puisqu'en fait, le réalisateur a un basset qu'il apprécie beaucoup. Et voilà, il l'a mis en scène dans Innocence. Et d'ailleurs, pendant qu'il réalisait Innocence, il était au bout de sa life, Oishi, et il aurait dit j'en ai ras le cul de cette vie, laissez-moi devenir un chien. Voilà. Donc il aime vraiment les chiens, il aime vraiment les bassets, et il essaye d'en foutre partout. C'est le premier film d'animation qui a été en concours pour la Palme d'Or à Cannes. Dis donc, la Palme d'Or! Ce chien m'a rendu fou. Je voulais comprendre la signification de ce basset. Et ben voilà. Ce n'est que ça. Et oui, c'est un caméo en réalité. Désolée, il n'y a pas plus de... En fait, si, pour lui... c'est le Innocence du titre. C'est le chien. C'est le chien. En réalité. En fait, c'est vraiment ça. Il aime mettre le chien pour montrer l'innocence. En fait, l'animal... Et pour lui, la créature, peut-être la plus innocente de tout le film, en fait. C'est surprenant pour Cannes, ouais. Après, c'est un film... le premier avait réputation d'être un film à gros cerveau. Donc je me dis qu'ils se sont rattrapés, entre guillemets, puisque ça a été un flop à la sortie du premier. Ils se sont rattrapés, en gros, sur celui-ci. Il n'a pas gagné, mais je pense que c'était pour dire, c'est bon, on a vu, c'est plutôt gros cerveau, ça nous plaît bien, voilà. Et puis l'animation n'est pas dégueulasse, donc voici une nomination. Mais je pense que c'est que ça. Et qu'il lui aurait jamais donné la Palme d'Or. Ce film a été fait en collaboration avec le studio Ghibli. Étonnant. Tout se rejoint, tout nos rétrospectives se rejoignent comme ça. Qui a été un secours financier, puisqu'en fait, 4 ans de développement, c'est énorme pour un seul studio. Donc ils ont fait appel à Ghibli, qui devait être pas mal dans ses finances à ce moment-là. Voilà, donc... Les animaux étaient proches des dieux dans le repère de Kim. Ah ouais, putain, je me souviens pas. Qui font tourner la map monde. Ah, je me souviens pas du tout. La musique s'emballe. Calme-toi, Gris! Toutes les 5 minutes. Coucou, Fine Echo, comment ça va? Coucou! Ouais, là, j'avais l'impression que c'était du drop name en permanence. Mais en fait, non. Ils le font un peu au début, puis après, ils se calment. Y a Shihiro qui sort. Ah oui. Ils sont pas mal, ouais. Pas mal. Il y a la tête du chien. Ah, je me souviens plus de rien, en vrai. Je l'ai vu il y a 2 semaines, je m'en souviens plus. Dans le supermarché, dans la scène du supermarché, vous savez, où Bateau pète un peu un câble. Et là, il n'y a plus de son.
Non, j'ai pas que Plazik. Elle est là, mais elle est tellement faible, même moi je l'entends plus là. À un propos... parce que 0% cinématique, ils ont fait une rupture dans le tout, peut-être qu'une illusion. Oui, mais peut-être que son chien est une illusion aussi, parce qu'à un moment donné, donc cette fameuse scène du supermarché où on se rend compte que Bateau s'est fait pirater et qu'il voit des trucs qui n'existent pas. Donc si ça se trouve, on lui a changé son... Enfin, je crois qu'il dit ça à un moment donné, qu'il pourrait même s'être fait casser ses souvenirs, et comme si il avait... Enfin, on pourrait lui avoir inventé des chiens, quoi. Un chien comme compagnon. Mais en fait, non, c'est... Toute cette scène avec le chien, c'est pour montrer ce que pourrait être la vie de Bateau s'il n'était pas un flic, s'il était juste normal, en fait. C'est la vie banale, en fait, c'est la routine auquel il n'a pas forcément accès, qu'on a voulu représenter là. Et c'est peut-être aussi pour montrer que Bateau, il commence à être fatigué de tout ça. C'est la vie Bateau, ouais. Il est peut-être fatigué de tout ça, et tout ce qu'il veut, en fait, c'est nourrir son chien, marcher dans sa merde en rentrant, et se poser sur le canapé, quoi. Voilà. Et donc, dans le supermarché, donc, quand son cerveau crée une illusion où il pense que tout le monde lui en veut, et en fait, c'est faux, on entend quelqu'un qui dit... tu es rentré dans la Killer Zone, je crois. You enter in the Killer Zone. Et en fait, c'est bien la voix du Major qu'on entend à ce moment-là, puisque c'est son ange gardien, et c'est elle qui va, par plusieurs fois, lui sauver la mise. Qui est un joli retournement de situation du premier film, puisque c'est Bateau qui sauve le Major avant de lui filer un nouveau corps. Et dans ce film-là, c'est le Major qui sauvera plusieurs fois Bateau des problèmes, et c'est ce qu'elle avait promis dans le film précédent, en lui disant souviens-toi du code 2513, je crois, un truc comme ça, et voilà. Pourquoi le personnage qui s'occupe des gynoïdes, à un moment donné, qui arrête pas de fumer clope sur clope, là, elle s'appelle Haraway, et c'est en fait un hommage à une autrice qui s'appelle Donna Haraway, qui a beaucoup travaillé et philosophé sur le cyberpunk, notamment le post-cyberpunk, et j'en parlerai dans la vidéo. Elle a beaucoup travaillé sur le fait que les cyborgs sont en fait des êtres qui sont passés dans le post-genre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de genre normalement, et que le cyberpunk permettrait de banaliser les gens et de les faire disparaître. Bien sûr, aucune œuvre pour l'instant n'a réussi à atteindre ce niveau que Dana Haraway cite et espère qu'il arrive un de ces quatre. Donc voilà, c'est un hommage qui est rendu à cette personne qui a beaucoup travaillé sur le cyberpunk, la représentation du genre dans le cyberpunk, et surtout sur les androïdes et les cyborgs. Il y a aussi une citation de l'Ève future d'Auguste de Villiers, d'Ils, d'Adam. Le dernier fermera la porte. Si nos dieux et nos espoirs sont des phénomènes scientifiques, alors l'amour aussi. C'est un livre de fiction, et cette citation est absolument horrible. Voilà. Importante, mais illisible presque. Ah oui, ah bah, très bien. Bah, comme Judith Butler, moi je la trouve illisible aussi, Butler. Heureusement qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'elle écrive, et qu'on peut me résumer, parce que vraiment, c'était illisible. J'ai tenu quelques chapitres, et après j'ai arrêté. Parce que... Voilà. Il y a une citation aussi de John Milton du Paradis perdu, donc ça c'est assez connu, c'est Bateau qui l'a fait là. Oui, le queer en sciences humaines et sociales, c'est compliqué, ouais. Ouais. Heureusement, il y a des gens qui arrivent à comprendre ce qui se passe et qui arrivent quand même à le vulgariser, parce que sinon on serait bien emmerdés. Hein. Et donc, il y a un double, en fait, avec le premier film, où le Major donc, se voit ses bras arrachés, même si c'est pas son corps d'origine, et retourne à la fin dans l'Internet mondial. Donc, en fait, la fin du premier film se retrouve dans la fin du deuxième film. C'est étonnant, mais est-ce qu'on doit être étonné d'un double de la part de Mamoru Oshii ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une facilité d'écriture ? Est-ce qu'il a voulu vraiment faire ça sciemment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour les anecdotes de Ghost in the Shell Innocence. Là, il y a moins de thèmes, je trouve,
C'était à la limite du OSS 117. Je trouve qu'il y a moins de thèmes dans celui-ci. Ça enlève pas qu'ils sont intéressants, puisqu'en fait, là, on est vraiment dans le seul thème. Il y a plus... Là, on s'en fout des genres, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas très peu d'analyse à faire sur le genre. Mais par contre, sur la différence homme-machine, elle est très importante dans ce film, car c'est le noyau central, avec la poupée, les enfants, les gynoïdes, le ghost... bateau qui pète un câble. Inception avant Inception. Creepy offerte à la gamine à la fin. Ouais. Et ce fameux dialogue intéressant avec Haraway, Togusa et Bateau. Parce qu'en fait, au début, on ne sait pas... Au début de la séquence, on ne sait pas que Haraway est un androïde, en réalité. On le voit qu'à la fin, quand elle enlève ses yeux. Mais donc Bateau et elle sont en conversation et ils sont à peu près d'accord que l'humain n'est pas le seul à pouvoir jouir d'une certaine évolution. Enfin, c'est pas l'humain n'est plus le seul être le plus fort en fait de la planète. Et t'as Togusa qui est derrière en mode eh oh eh oh là. Et ça parle aussi des enfants, que les enfants en fait seraient pas des hommes mais des hommes en devenir. Et il y a tout un truc un peu bizarre avec effectivement cette poupée, où en fait on donne aux gamins des poupées, mais c'est pas du tout pour qu'ils apprennent à devenir parents, c'est pour reproduire je sais plus quoi. Bref. Et oh. Bref, voilà, donc il y a tout un rapport et une discussion autour de la différence homme-machine, la différence même enfant-homme. Et qu'on retrouve aussi à la toute fin avec la gamine donc, qui s'est retrouvée piégée dans un gynoïde qui appelle à l'aide et elle dit « Moi, j'avais jamais demandé à être un robot. » Et Bateau, elle la regarde trop mal à ce moment-là, la gamine. Et je crois qu'il lui répond même, ou c'est peut-être le major, je sais plus, « Bah, ce robot n'a pas voulu être humain non plus » ou un truc comme ça. Et comme si les espèces ne pouvaient même plus... Ça y est, il y avait une différenciation entre humains et robots et qu'on pouvait plus se rejoindre et que les deux espèces étaient différentes. Et en fait, Oishi est du côté des robots, qui est censé sauver, ouais. Oishi est du côté des robots car il trouve que l'humain est très très étrange à vouloir reproduire en permanence quelque chose qui lui ressemble. Donc, en gros, il questionne le fait qu'on fasse des robots qui ont notre tronche. Et c'est ce qu'il montre avec les gynoïdes sexuels, voilà, qui sont beaucoup trop accurate. En fait, ils ne servent même, ils ont pas d'utilité à part sexuelle, bien sûr, mais ils reproduisent le vivant, en gros. Avec l'attaque des nombreux gynoïdes et la musique de la scène m'a rappelé Nier Automata. J'ai toujours pas fait Nier Automata. C'est que les gens sont tous autant à câble. Bah, c'est parce qu'ils sont des robots. En fait, c'est pas ce que tu appelles humain, c'est que c'est des demi-humains. Les vrais humains ne sont pas à câble. Si t'as pas... Par exemple, le chef de la section 9, lui, il a zéro... Je crois qu'il a zéro implant, rien du tout. Ou vraiment très peu. Comme Togusa. Ils sont censés être les plus humains de toute la section. Et eux, ils sont pas à câble, en fait. Togusa ne peut pas être hacké. Parce qu'il n'a pas de cerveau bionique, il n'a pas trop d'accès à l'internet mondial via son corps, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est pris dans un simu. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Effectivement, il a un petit bout de cerveau quand même qui est à câble. Parce que oui, je crois qu'il a quand même accès à... C'est ce qu'ils disent, il a un tout petit peu modifié son cerveau, sinon il pourrait pas recevoir des appels en Wi-Fi, là. La Wi-Fi, ça montre que tous les cerveaux ont été modifiés. Donc ils sont pas réellement... Enfin, ils ont quand même des trucs modifiables, enfin modifiés, donc ils sont forcément à câble, en fait. C'est comme si t'avais mis une prise sur ton coude, bah on peut se brancher à ta prise, quoi. Ils peuvent faire de la Wi-Fi de la tête. En fait, dès que tu peux faire de la Wi-Fi de la tête, bah t'es à câble. Et pas à câble. Voilà. Donc ce film, en fait, il est pas si nul que ça. Il est pas moins... Moi, je le trouve pas moins bon que le premier. Il est juste différent. Parce qu'il parle plus de la différence homme-machine. Et qu'est-ce que ça implique Voilà. Effectivement, on pourrait se redire, ok, et ensuite quoi? Il est cool, ce film. Ouais, j'ai trouvé cool.
Coucou. Je m'attendais pas à pas à la fin spécialement, je crois. Coucou Patatoscope, comment ça va? Coucou. Enfin, c'est marrant d'avoir quand même foutu du... Comment on appelle ça? Du recel d'humain, en vrai. C'était à câble. Eh oui, c'est à câble. Il est pas à câble. Plus attachant en tant que protagoniste, peut-être grâce au Yinch. Bah, il a plus d'expression, il est moins robotisé que Makoto. Motoko. Motoko, elle est vraiment à 99%. Vraiment, elle a qu'un seul élément humain, quasiment. C'est 3-4 cellules de son cerveau. Non, je sais pas. Peut-être pas 3-4 cellules, mais elle a un tout petit bout de son cerveau et son ghost qui sont humains. Le reste... je trouve sur des blagues nulles. C'est pas nul. Et Bateau, lui, il a beaucoup plus... Il est... En vrai, je sais pas. J'aurais aimé que quelqu'un qui connaisse vraiment, vraiment bien le sujet me dise, justement, parce que j'ai peur de faire une bêtise dans ma vidéo. Mais je crois qu'il est entre 60 et 70% robotisé, quoi. Donc il lui reste du 30-40% humain. Je crois. Mais il arrive quand même à prendre mal la réflexion de la gamine. Hein. Genre, elle a pas envie d'être un robot. Parce que peut-être que lui, il commence à tomber dans le côté robotique de la force. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdue. Donc voilà pour ce film. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Parce que j'oublie des trucs. Je réfléchis. Mais non, j'ai pas d'explication pour la poupée de la fin. Enfin, à part faire un parallèle avec toute la discussion sur la poupée et les enfants. Je trouvais ça assez étrange. Je sais pas depuis quand elle est dans sa cuve, elle a pas l'air trop chamboulée. Bah, peut-être qu'elle est pas là depuis longtemps. Je sais pas. Après, moi, ça m'a pas trop... Non, ça me perturbe pas plus que ça, je t'avoue. Parce qu'elle explique que... En fait, elle explique que si on te vole ton ghost, si on te copie ton ghost 3 ou 4 fois, tu commences à devenir un légume. C'est sa pote. Parce qu'elle dit, ah, ma pote, elle ne répond plus. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on lui... Enfin, ça fait 4 fois qu'on lui vole son ghost. Qu'on lui copie son ghost dans une poupée, quoi. Donc elle, visiblement, elle est en dessous de 3-4 copies. Donc peut-être que c'est la première ou la deuxième fois qu'on lui vole son ghost, entre guillemets. Donc elle doit pas être là depuis giga longtemps. Non, moi, par contre, c'est un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y avait 70 000 couteaux dans un évier quand on essaye de tuer le gars, alors qu'après, on se rend compte que le mec, il est lui-même fourni en lames. J'étais en mode, c'est très étrange. Mais l'image, par contre, elle est magnifique, là, des couteaux, là, qui sortent de l'évier. Je trouve ça magnifique, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ou en tout cas, j'ai pas tout compris, alors. J'ai peut-être pas tout compris. Hein. Peut-être qu'ils sont venus à 70 000. Hein. Voilà. Visiblement, plus personne n'a rien à ajouter. Sinon, vous devez vous taire à jamais. Alors, ce film a nécessité 14 millions de dollars, normalement, pour la production. Vous pensez qu'il a rapporté combien? C'est moins un flop que le premier. Indice chez vous. C'est si beau. Mais j'ai trouvé l'image trop belle, en vrai. Elle est vachement bien faite. 20 millions de dollars. 4,5. 3 minutes. 3 mètres. 3 mètres aussi. 10 millions. Allez, c'est Kimi Higashu qui est le plus près. C'est 9 millions. 9 millions. L'autre qui remet une couche. C'est 9 millions. Alors, c'est toujours pas... le Stonks, c'est toujours pas la réussite. Mais c'est moins pire que... Enfin, il y a moins de dommages, j'ai envie de dire. Ah si, il y a plus de dommages, en vrai. Parce qu'il y a plus... L'écart est plus grand. Voilà. Bon, bah, tant pis, en fait. C'est fort coûteux, oui. Ah bah, l'animation, c'est cher. L'animation, c'est cher, et quand ça rapporte pas, c'est vénère. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il n'en a pas fait d'autres après. Ah si, il a fait le 2008. Je peux été voir pour 2008 combien ça a coûté, tout ça, tout ça.
Voilà. Alors, je vais faire juste une pause pipi. Et après, on parlera du sujet qui fâche avec Ghost in the Shell 2017. Je reviens. Alors, parlons du Ghost in the Shell 2017 de Rupert Sanders. Alors, attendez, est-ce que ça... Ah, j'aurais dû vous mettre ça avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Pour celles qui l'auraient vu. Je vous ai mis un sondage. T'es pas obligé d'en parler. Ah, si, hein. Est-ce qu'on peut vraiment... Ça a l'air de... Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié. Je vous ai pas demandé avant les autres, mais celui-là, ça m'intéresse. Je vous ai mis un sondage. Mais dites-moi, qu'en avez-vous pensé? Manger des frites, ouais. Bah, j'arrête le live maintenant. C'est bon, 1h30, c'est bon, on a terminé. Non, en vrai, c'est intéressant d'en parler parce que voilà, quoi. Mais je me suis pas encore infligé ça. Bah, peut-être qu'après... Bif bof au secours. Très bien. Peut-être qu'après, t'auras plus du tout envie de le voir, en vrai. Personne se jette à l'eau. J'ai mis en photo la moitié du film. J'en ai pensé. Et si on prenait tout et qu'on faisait autre chose? Par dépouillage. Ah, je vais être encore plus sévère que ça, moi. Alors, par contre, on va pas... Est-ce qu'on est d'accord que c'est quand même pas mal visuellement? Moi, j'ai trouvé ça très beau visuellement. Ah ouais, la violence. Ah non, mais ce film est une catastrophe pour moi. Oh, j'ai écrit vide, intrigue peu intéressante, réappropriation culturelle, détournée, altéré de carbone, oui. Pourquoi j'ai écrit petite look? Quoi? Oui, c'était joli. Voilà, bon, c'était le seul argument positif de ce film. Passons à la suite. Donc, bah, je vous ai résumé ce que j'en pense. Ça, c'est mal joué. C'est tellement pas la hauteur. Alors, déjà, parlons de... Est-ce que vous avez été... Est-ce que vous avez vu... Enfin, est-ce que vous étiez conscient quand c'est sorti? Thank you, next. Moi, je me souviens très bien quand j'ai vu Ghost in the Shell et que j'ai vu que c'était Scarlett Johansson dans le rôle. Alors, déjà, j'aime pas Scarlett Johansson, donc déjà, ça parle mal pour moi, parce que, je sais pas, je n'arrive pas à accéder à sa performance. Je trouve que j'aime pas ce qu'elle est, je ne sais pas pourquoi, ça me stresse. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est le plus dur, parce qu'en plus, j'ai rien entendu sur elle qui soit néfaste, ni rien. C'est pas comme l'autre connard de Christian Bale, où lui, je le déteste parce que c'est un connard. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, il faut voir le film pour savoir. Non, mais je vais vous spoiler, hein, parce que là, en vrai, ça vous évitera de perdre 2 heures de votre vie. Hein. Donc déjà, en gros, quand tu vois ça, bah, tu fais « Oula, la bonne réappropriation culturelle, qu'elle est bonne, miam, 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 miam. » Ils ont habilement réussi à ne pas faire du whitewashing. Enfin, ils ont fait du whitewashing sans en faire. Et ça devient... je trouve ça encore plus énervant, en fait, que d'avoir assumé, d'avoir volé un personnage et une licence. Alors, malheureusement, dans ce raisonnement, c'est que... Alors, je sais pas s'il l'a dit parce qu'il est gentil, mais Oishi, en fait, il a donné son feu vert pour cette interprétation. Il est OK pour le... Il trouve que Rupert Sanders a bien travaillé, et il était giga... Bon, après, il est giga fan de Scarlett Johansson, donc il était ravi qu'elle joue Mokoto. Voilà. Alors, après, le problème, c'est que ce système-là de... comme c'est un robot, on peut mettre n'importe qui à l'intérieur.
pardon, c'est l'inverse. Comme c'est un robot, on peut lui donner n'importe quel machin extérieur, et bien, voilà, c'est le plot twist du film, c'est qu'en fait, Scarlett Johansson joue Mira je ne sais plus quoi. En fait, je l'ai Le écrit parce sondage que ce film, oui ou non, est finito. Au secours. L'option gagnante est Oscar. donc elle joue le major Mira Killian, voilà, qui est en fait le futur. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est, elle est une réinterprétation. Enfin, en fait, on a volé la réelle Mokoto Kusanagi pour en faire le major Mira Killian, et donc c'est pour ça qu'elle a une apparence occidentale. Parce qu'en fait, c'est le ghost de Mokoto qu'on a mis dans un corps occidental. Et on lui a fait changer de nom, bien sûr, au passage. Donc voilà, il n'y a pas réellement réappropriation culturelle, puisque c'est la même personne, mais dans un corps différent. Et c'est justifié. C'est justifiable, en plus. C'est ça qui est terrible. Et on l'avait vu dans la série Altered Carbon, qui, bizarrement, moi, m'a moins perturbée, peut-être parce que... Alors, malheureusement, je ne connais pas... Je ne sais pas s'il y a si ça vient d'une adaptation, Altered Carbon, je crois que c'est un livre. Mais comme il n'y a pas de médias, enfin d'autres médiums avant Altered Carbon que je connaisse, je ne peux pas attacher ça à un pays. Pour moi, Ghost in the Shell, c'est japonais. Le personnage principal est japonais. Son nom est japonais. Donc tu ne peux pas foutre une actrice occidentale. Altered Carbon, lui, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est un mec qui change d'enveloppe régulièrement, parce qu'en fait, dès qu'il se fait défoncer une enveloppe, il en change. Comme c'est un soldat, bah, c'est normal, quoi. Donc, dans Altered Carbon, ça va. 3 livres, ok. Ça va parce que... en fait, c'est comme quand je vous dis quel est le genre de Mokoto à l'origine. Bah, en fait, Altered Carbon, on ne sait pas le héros, quel est... Je crois qu'on ne sait pas trop... Si, je crois qu'il est en plus japonais au début. Enfin, en tout cas, une de ses altérations... Enfin, dans son passé, il est japonais. Alors voilà, c'est encore le problème. Est-ce qu'il était japonais à la base et qu'on en a fait un occidental après? Voilà, je ne sais pas pour Altered Carbon, mais ça m'a moins perturbée, parce qu'en fait, Ghost in the Shell est plus vieux et totalement associé, pardon, à un pays. Donc voilà. A New Challenger nous rejoint dans le Hi, bordel. stranger. Bonne chance à It's toi. been a while. Je vais peut-être pas lire, parce que ça a l'air d'être tricky. Ça a l'air d'être... ça a l'air d'être un pseudo bizarre. Plutôt que d'engager une actrice japonaise. Alors oui, alors malheureusement... qui c'est qui l'a dit là, juste avant? Ouais, Patatoscope a exactement résumé la situation. En fait, ils ont voulu adapter Ghost in the Shell pour faire de la maille et pour plaire aux États-Unis. Et donc, il faut une actrice bankable. Bien sûr, aux États-Unis, les actrices japonaises, il n'y en a pas 50 qui sont connues et qui vont faire plus de revenus que Scarlett Johansson. Donc, forcément, ceci explique cela. En fait, le marketing et comment ça fonctionne le cinéma, bah ça donne ça en fait. Tu ne peux pas faire une adaptation de Ghost in the Shell si tu n'as pas de... Enfin, tu pourrais, hein, mais tu vas avoir moins de résultats que si tu mets Scarlett Johansson dans le rôle de Mokoto, quoi. Malheureusement, c'est comme ça, et on verra que c'est pas le seul personnage qui a été occidentalisé, puisque Bato est maintenant joué par Pilou Asbæk, qui est nordique. Il y a du Michael Pitt pour un des antagonistes. Heureusement, nous avons le droit à Takeshi Kitano, qui parle en japonais d'ailleurs, qui joue donc le chef de la section 9. Et voilà, nous avons le seul japonais de tout le cast, parce que même Togusa n'est pas japonais, il est chinois, puisqu'il s'appelle Shin-Han. Bon. Après, ils vont te dire, oui, mais tous les asiatiques, voilà quoi. Au secours. Pourquoi il est seul à parler japonais? Ça, c'est... ça, on verra que je vais vous expliquer pourquoi. Et j'étais quasiment sûre d'avoir l'explication avant même d'avoir l'explication. Ça t'a fait bugger? Bah moi, pas du tout, en vrai. Il a pas la voix de Squeezie, quoi. What the fuck. Voilà. Ah oui, si, il était censé y avoir un autre personnage japonais dans le film. Le voilà. C'est elle. C'est Rila Fukushima, qui en fait donne son visage au geisha, sauf qu'on la voit jamais en fait dans le film, et ça a perturbé beaucoup de
de Japonais qui l'attendaient, en fait. Et comme ils avaient vu son nom au casting, ils étaient en mode « Ouh, trop bien, on va la voir et tout !» Et en fait, ils l'ont jamais vue, puisque c'est la geisha du début et plus jamais on la revoit. Bankable, banlable. Donc le masque du robot geisha, il est plutôt cool. Togusa est pas japonais, mais en tout cas son acteur, il a pas l'air japonais. Après, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais Shin-Han, moi ça me fait penser plus chinois. Acteur. Chinese. C'est un acteur singapourien. Bon, singapourien en plus. Je me suis trompée, singapourien. Voilà, voilà. Donc, alors, c'est un mélange de CGI et de vrais robots robotiques, c'est-à-dire que palpable. On peut pas plaper. Sur l'image, on la voit mal, mais en fait, il y a des LED. Il y a des LED dans son col qui lui éclairent le col, et c'est fait avec des LED. Et en fait, le masque est réellement physique. Enfin, il est physique, il est bien posé sur une actrice. D'ailleurs, tous les acteurs et actrices de cette scène qui jouent les geishas sont des danseuses et des danseurs et des acrobates pour pouvoir faire des mouvements un peu bizarres. Et donc, le masque est utilisable par l'actrice avec une batterie et des commandes accessibles à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va ouvrir son casque à un moment donné, elle-même qui ouvre le masque, et ils ont ajouté quand même un ventilo pour l'air, mais ça ne suffira pas, puisqu'il faut enlever le masque tous les 10 minutes, sinon la personne meurt à l'intérieur, je pense. Donc voilà, c'est stylé en vrai d'avoir un masque qui est capable de s'ouvrir tout seul comme un grand, qui est capable d'accueillir en fait le visage. Parce qu'en fait, c'est vraiment posé sur son visage, ça fait clac, et elle est à l'intérieur, et elle est censée avoir un ventilo, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné des masses. Voilà, voilà. Dans la version japonaise, nous retrouvons les doubleurs officiels du Major, de Bato et Togusa. Alors, ça doit faire très bizarre d'avoir Scarlett Johansson doublée par la voix officielle de Mokoto, je trouve. Mais voilà, ils ont quand même réussi à redoubler par-dessus les vrais acteurs. On est bien retourné à Hong Kong pour ce film. Hong Kong qui n'est jamais cité, hein, c'est toujours une ville fictive. Et il y a eu 15 jours de tournage à l'intérieur pour les extérieurs. C'était en CGI ou pas, avec leurs mouvements, avec leurs membres désarticulés. Je pense qu'il y a une base CGI pour montrer le désarticulé. Enfin, tu sais, quand ça s'ouvre et qu'il se promène. Mais je pense que la personne en dessous, elle est réellement là et elle a vraiment marché en arrière. Et on voit à un moment, il y a les câbles et tout, on voit un petit peu les câbles où ils sont. Parce que quand ils se rejettent en arrière, on sent qu'ils ont été câblés. D'ailleurs, ils mettent leurs pieds comme ça. Ça rendait bien, ouais. C'est un casque plus qu'un masque. Oh, tu sais, la différence, elle est pas énorme, hein. Un casque, ça enveloppe la tête, le masque, ça se met dessus, mais c'est pareil. Ça, c'est qu'un terme de vocabulaire. Donc voilà, 15 jours de tournage à Hong Kong pour le film. Le baiser lesbien, oui, c'est très stylé, par contre, je le trouve très stylé. Le baiser lesbien qu'on voit dans le film, donc je vous l'ai dit, c'est une référence au manga, puisque, en fait, Motoko est bi. On le dira jamais, mais dans le manga, elle est ouvertement bisexuelle, et c'est pour faire référence à ça. La scène devait être bien plus longue, et on devait réellement voir Scarlett Johansson embrasser une meuf. Moi, je trouve que la scène ne sert à rien. Je vois même pas l'intérêt d'avoir foutu cette scène, à part pour mettre du cul, enfin, du cul soft, hein, bien sûr. Mais juste pour mettre, voilà, pour faire un peu scandale, mais je vois pas trop l'intérêt de cette scène. Quand Bato est dans le... Enfin, pas de cette scène, bah, elle chope une prostituée, elle lui demande d'enlever son truc vitef là. Et voilà. Et elle lui tripote la joue. Voilà. Pas très intéressant comme scène. Mais l'actrice est très belle par contre. Alors, il y a un hommage. Donc, quand Bato, il est dans le bar, il est servi en fait par un barman avec beaucoup de tatouages. Si je ne m'abuse. Ah non, un bras robotisé, pardon. J'ai cru que c'était un tatouage, mais en fait non, c'est un bras robotisé. Et en fait, c'est une référence au personnage de Rats, le barman, dans le livre Le Neuromancer de William Gibson, qui est une ref cyberpunk très importante. Et il y a aussi une référence à Avalon, qui est l'un des films de Oishi,
Avalon que j'ai essayé de regarder, que je n'ai pas du tout supporté. Au bout de 15 minutes, j'ai coupé le film, c'était vraiment pas terrible. Enfin, moi, j'ai pas accédé à Avalon, donc voilà. C'est beaucoup trop de CGI et j'ai rien compris ce qui se passait, donc ça m'a pas trop plu. Donc voilà, hommage au Neuromancer à Avalon. Avalon, on peut le voir, je crois que c'est dans la fin, quand Motoko, elle retrouve sa mère. Je crois que le complexe s'appelle Avalon. Donc voilà. Le personnage de Houlette. Alors, c'est trop bizarre ce nom, ça s'appelle... Enfin, elle s'appelle Dr Houlette et c'est O-U-E-L-E-T. Je trouve ça trop bizarre comme nom, enfin je comprends même pas ce que ça veut dire. Et ça devait être un homme à la base, donc c'est la scientifique là qui aide Scarlett Johansson à s'enfuir des grands méchants. Ça devait être un homme à la base, mais en fait, Juliette Binoche les a beaucoup impressionnés pendant le casting, sachant qu'elle a refusé 3 fois de jouer dans le film. Elle a refusé 3 fois, et finalement, elle a quand même passé le casting, et elle a été retenue. C'est le jeu de société avec les billes, ouais. Voilà. La tenue de camouflage, la fameuse, c'est du silicone. Voilà. Scarlett Johansson, donc c'est ses vrais cheveux qui ont juste été teintés à la pointe en violet. C'est pour rappeler les cheveux de Motoko qui sont... Motoko, pardon, qui sont... Attends, j'arrive jamais à savoir. Allez, dollars. Qui sont violets. Voilà, qui sont violets. Attends, quoi? Ah oui, les actrices des geishas sont allées en camp de préparation et elles ont, donc pour avoir les vrais gestes et savoir comment se déplacer dans l'espace en étant vraiment réalistes, et elles ont vraiment été entraînées par une ancienne geisha, une ancienne prof de geisha, qui s'appelle Anayo. Voilà, donc elles ont vraiment appris à se déplacer comme des geishas. Pourquoi Scarlett Johansson s'appelle-t-elle Mira Killian? Attention, accrochez-vous à vos slips. C'est parce qu'en fait, si on le lit un peu rapidement, ça fait miracle. Mira Killian. Voilà. C'est la tour Babylone. La tour Babylone. Fichtre. Voilà, donc elle serait un miracle. Oishi voulait trop que son basset, donc son chien, fasse un caméo dans le film, mais il n'a pas eu les autorisations à temps, donc son chien n'est pas dans le film, donc c'est un autre basset que l'on voit, un peu triste. Il a fallu 5 mois pour faire l'introduction en CGI, voilà, et c'est pas, on ne voit jamais Scarlett Johansson à poil dans le générique, hein, c'est vraiment que de la CGI, même à la toute fin, c'est pas elle qu'on voit. Bon, sauf quand elle commence à jouer, mais sinon, il y a un moment où on la voit un peu à poil, c'est pas elle. Le grand méchant du film, enfin le grand méchant, bien sûr, c'est un mélange entre plusieurs personnages qui ont soit été dans les films, soit été dans les séries. Donc, on a le rieur, on a le puppet master et on a le hacker. Donc, tout ça vient de Standalone. Donc, puppet master du premier film. Et d'un autre personnage qui s'appelle donc le fameux Hideo Kuse, qui est le vrai nom du hacker dans une des séries. Ce Gloubi-Boulga. Bon, on le sent, hein. Et qui est vraiment un ami d'enfance de Motoko. Il y a une référence à Cowboy Bebop, donc c'est quand un personnage pointe un truc et fait piou, alors que bah, c'est un doigt en fait, ça ne fait pas piou piou les doigts. Voilà, donc c'est une référence à Cowboy Bebop. Ils n'ont rien compris, bah ils ont tout compris, mais enfin, ils ont compris qu'ils n'avaient pas compris, mais qu'ils allaient quand même faire quelque chose. Ah, vous voulez alors, si vous voulez vous énerver, le scénariste, c'est Jamie Moss ou William Weller ou Ehren Kruger. Voilà. Le mien fait piou-piou. Ils ont essayé de donner de la cohérence. Ah bah, ils font souvent ça, hein, quand ils reprennent des œuvres qui sont pas les leurs. Alors, Rupert Sanders, quand même, il a un peu travaillé. Et c'est peut-être pour ça que c'est joli. C'est parce qu'il a présenté un roman graphique, donc il découpait des trucs et puis il les recollait, de 110 pages.
pour montrer sa vision du film. Alors oui, effectivement, il a, comme tu dis, c'est un boubli-bougla parce qu'il a peut-être trop copié, il a peut-être trop copié des morceaux pour les mettre sur des trucs et ça fait une chimère, quoi. Et enfin, les costumes sont créés par Kurt Swanson et Bart Muller. C'est les mêmes qui ont fait les costumes Un de new challenger nous rejoint Hunger dans le Games, la bordel. révolte. Bonne chance à toi. Bien noir. Goldorak. Voilà, j'ai terminé sur ce film. Est-ce que vous voulez en parler plus? Bon, alors, quels sont les thèmes du film? Aucun? Non, je déconne. Non, mais c'était quand même de la merde. Au début, tu te dis, bon, bah, c'est une repompe fidèle de l'animé, mais enfin du premier film, mais est-ce que ça apporte quelque chose à la choucroute? Non, pas vraiment. En plus, le fait que ça soit Scarlett Johansson dans le rôle du Major, qui n'est même pas le Major, ça me stressait, ça me perturbait. J'étais là, je vois pas l'intérêt, pourquoi on a refait ça et tout. Et la plot twist, on commence à dériver vers oh là là, quelles sont les origines de Motoko, quels sont ses souvenirs et tout. Et j'étais en mode oh sur les yeux de bateau. Ah oui, bah c'est juste pour te montrer comment il a eu ses yeux. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai rien compris à ce film. En fait, c'est terrible, quoi. On peut voir tous les live action pour faire une tier list. Ils vont tous finir en brûlant d'enfer. J'ai trouvé... Bah, en fait, c'est un très bon exemple de comment la vision américaine d'une œuvre qui n'est pas américaine. Pour moi, c'est le parfait exemple. C'est manichéen, c'est cousu de fil blanc, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune portée philosophique. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'elle soit pote avec Hideo de mes couilles, là? Ok, backstory, on s'en fout. Oculaire tel quel. Bah, je sais pas. Oui, en fait, il avait même pas besoin de ses yeux. Qu'est-ce qu'on s'en battait les reins? En plus, ça l'a rendu giga moche. Enfin, il est même trop bizarre. Enfin, il est... Enfin, c'est vrai que c'était difficile à adapter en vrai en live action, ses yeux, mais... En plus, on le revoit presque plus après, t'es là. Vraiment. Ça se trouve, l'acteur, il voyait rien en plus, je sais pas. J'ai pas eu l'info là-dessus, mais j'aurais ravi de savoir ça. Donc voilà, en vrai, tu prends une œuvre qui est bien, qui est philosophique, qui est profonde. Tu lui enlèves toute la philosophie, toute la politique. Donc, il n'y a plus rien, c'est une coquille vide. Et ensuite, tu mets des éléments qui n'ont aucun intérêt. Et voilà, t'as 2 heures de film très nul. J'ai pas trouvé ça bien fidèle perso. Les persos ont pas les mêmes attitudes. Genre Batou, il est beaucoup trop rangé et blagueur. La fusion est super bâclée. Major, elle part plus sur un thème, part plus sur un thème. Ben justement, c'est ce qu'on dit. C'est qu'en fait, ça copie bien le début. Et après, ça switch en mode... Bah en fait, toute la portée philosophique, on va vous la... Ça n'a aucun sens. Pourquoi on va parler de, je sais pas, de genre, de la relation entre les hommes et les machines. Non, on va faire un bon gros complot de merde, là. C'est bien nul, c'est bien manichéen. Et voilà. Terrible, hein. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, que Bateau soit enjoué et blagueur, c'est peut-être qu'on a vu que les films, hein. Je pense que ça se base aussi sur... malheureusement, ça se base aussi sur les séries. Et je pense que c'est très différent, les séries. Motoko, elle est peut-être plus... Tu vois, elle est peut-être plus enjouée, tout ça, dans les séries. Bateau aussi est peut-être différent. Donc c'est pour ça. Pour ça, les différences d'attitude, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment, ouais, quoi, le fondement du projet de base est mauvais, ou c'est le fait qu'il faut que ce soit le plus rentable. Mais c'est même pas être rentable, là. C'est... En fait... Pour moi, une adaptation, ok, tu peux prendre des libertés. Donc en vrai, je suis pas contre, hein, qu'ils aient complètement switché au bout d'un moment. Mais il n'y a plus rien, en fait. Enfin, quel est le thème que vous avez retenu de ce film? Est-ce que vous avez retenu un thème philosophique dans ce film? C'est assez mauvais ou c'est moi? Bah, elle a pas d'émotion. Mais pour moi, Scarlett Johansson, elle joue pas giga bien de base. Donc, enfin, moi, je l'ai jamais trouvée transcendante. Donc, voilà, quoi. Bah, elle est même... Enfin, en vrai, je vois pas... Enfin, tu dis spéciale, mais elle est pas réellement spéciale. En fait, enfin, je suis d'accord avec le fait qu'elle est... Enfin, la fin de la phrase, on est d'accord. Elle est issue d'une expérience secrète, tout ça. Et donc, ça fait que le thème, c'est le complot.
Comme si c'était giga intéressant un complot, alors que on sent... Enfin, vraiment, c'est la mauvaise corporation. Ah oui, ça, je l'ai pas dit. Il y a un autre thème dont on n'a pas parlé dans le premier film. Un jeu d'acteur robotique. Bah, c'est vrai qu'on aurait mis Christian Bale, ça aurait été parfait, quoi. Le mec n'a pas d'émotion, c'est un robot, donc voilà. Qui mieux que Christian Bale pour incarner un robot? Terme adéquat, mais ouais, t'as l'idée. Oui, c'est... Bah, en fait, elle est pas spéciale... Parce qu'en fait, on voit bien qu'elle a échoué, entre guillemets, donc elle est pas si spéciale. Ryan Gosling aussi, oui. On aurait pu. On aurait pu aussi. Je cherche un terme philosophique pour ce film, mais je n'en trouve pas. En fait, ils sont... En fait, je ne saurais pas répondre à ta question de si c'est rentable ou pas. Parce que, en fait, ça va être rentable, puisqu'il n'y a pas... C'est comme si... Je me fais souvent la réflexion, en fait, les gens qui n'ont pas d'avis, ou qui vont pas donner leur avis, en fait, c'est... Ok, on va jamais avoir trop... On va être toujours en surface. En fait, les Américains, c'est ça. On est toujours en surface. Et comme tu peux pas... On peut pas parler de choses fortes, bah ça passe. Tout le monde peut se... En fait, c'est comme quand tu vas vendre un appartement qui a des murs blancs, avec des meubles blancs, gris, pas trop de couleurs. En fait, tout le monde va se reconnaître, parce qu'en fait, on est à la surface. Si tu commences à vouloir vendre un appart avec des murs rouges, des canapés verts et tout, là t'as un propos, il y a une proposition qui va pas plaire à tout le monde, donc tu vas scinder en deux. Alors que là, comme c'est tout lisse, il y a rien en fait. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas d'accord », parce que tu t'en fous, en fait. On n'en a rien à foutre, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'en fait... c'est une meuf, elle était je sais pas quoi de la rébellion où elle a fugué. En plus, j'ai même pas compris. Je sais pas. En fait, je crois qu'à un moment donné, vraiment mon cerveau a fait. Donc j'ai arrêté de suivre le film et vraiment j'ai regardé en mode ok, la suite, voilà quoi. Il y a rien de mieux. C'est quand même triste un mur blanc. Un peu de couleur là. Pour choper l'émotion. Ah bah tu vois, tu le colores. À force, tu le colores. Moi, là-haut, il y a un moment donné où j'avais trop de taches de sang. Parce que j'avais trop la flemme de monter pour les enlever, les taches de sang. mais voilà, en gros, c'est vrai que si on reste toujours en surface des choses, bah... Évidemment, on va être rentable, dans le sens où tout le monde va être d'accord, parce qu'en fait, bah, y a pas de débat, il n'y a pas de question, et il n'y a pas d'interaction. C'est... Voilà. Pose ton cerveau dans le bac à l'entrée de la salle, oui. Elle écrivait des manifestes anti-cyborg à la base. Elle est fuguée pour aucune raison. Yes. Ok. Je me souvenais qu'elle avait fugué, et en même temps, j'étais en mode, mais elle est pas dans une espèce de rébellion de je sais pas quoi, là? Intervalle régulier pour créer un motif. Bah non, justement, qu'il faut créer de la... Voilà, si tu crées des motifs réguliers, tu restes dans le trop régulier. Justement, il faut un petit peu de variation, sinon on retourne dans la platitude. Mais c'est ma vision de la vie. Hein. Moi, je préfère quelque chose d'engagé, de politique. C'est vrai que quand tu regardes le live action, tu te dis finalement c'est très bien. Vraiment, le premier film est incroyable à côté. Parce que c'est vrai que même si les thèmes ne m'emballent pas, je suis quand même en train d'écrire une vidéo de 6 pages, enfin plus de 6 pages, sur un film dont les thèmes ne m'emballent pas. Donc imaginez si les thèmes m'emballaient. Alors que si je devais écrire une vidéo sur Ghost in the Shell de 2017, bon, alors oui, j'aurais des trucs à dire parce qu'il y a trop de trucs négatifs à dire. Mais est-ce que j'aurais vraiment... Enfin, je pourrais pas lui trouver des trucs positifs. Il y a rien à dire, A New Challenger nous rejoint dans le bordel. Bonne chance à toi. Bienvenue, Kajdi. Coucou. Voilà. Donc, voilà. La force des Américains, c'est d'être capable de n'avoir aucun propos. Je crois que c'est ça. Comme on dit, pas de politique dans mes jeux vidéo, pas de politique dans mes films. Même quand il y en a un, on les enlève, quoi. J'ai vu Git, j'ai cliqué bonsoir. Alors désolé, nous sommes sur la mauvaise version de Git. Nous avons déjà passé les bons films. Là, nous sommes à la fin. Après, si t'as quelque chose à dire sur cette version diabolique et de réappropriation culturelle de Ghost in the Shell, c'est terrible. Et à la fin, ce qui est horrible, en fait, c'est comme on a dit plus tôt, Git's good. C'est que, est-ce qu'on peut encore parler de réappropriation culturelle puisqu'ils ont tellement modifié le truc et ils l'ont rendu
ça logique, enfin acceptable, mais c'est pas acceptable en même temps. Enfin, c'est horrible en vrai. Ils ont réussi à retourner le truc. Il y a des trucs à dire. Mais c'est même pas un échec. Et j'aurais voulu que ça soit un échec. J'aurais tellement voulu que ça soit un échec. Mais c'est pas un échec. Malheureusement, il a Stonks. Enfin, il a pas Stonks des masses, mais il a Stonks. Et d'ailleurs, on peut parler du point moulin. Mais ouais, c'était... Mais je comprends maintenant pourquoi j'avais refusé de le voir à l'époque. Je me suis pas trompée. J'ai souvent du nez pour... Merde, je viens de me boucher l'oreille. J'ai souvent du nez pour les mauvais films. Mais alors là, je me suis pas trompée, quoi. 95, il y a un truc sur Kusanagi, regardez par quelqu'un. Voilà la scène. En face de la... Attends, quoi? Ah, il manque trop de mots, je crois, dans ta phrase. Regardez par quelqu'un. Et on voit la scène un peu après. Une autre chaise. Ah, ça me dit rien. Ou alors, non, je vois pas du tout... Regardez par quelqu'un. Alors, regardez par quelqu'un, il y en a plein des scènes comme ça. C'est souvent des mecs. C'est là où on peut reparler de male gaze. Et regardez à travers un écran. Et à la toute fin. Ah bon? Ah, je me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout. Mais oui, elle est souvent regardée de manière... Enfin, en manière subjective. Quand elle tombe dans le vide, elle est regardée par le mec qui la regarde tomber, en fait. C'est du male gaze. Ensuite, elle est regardée par Batu sur le truc. Quand elle a un nouveau corps... Ah, parce que normalement, c'est pour montrer c'est pour montrer la vision qu'elle a du réseau. Si on parle bien de quand on la voit de haut face à la ville, c'est ça? Est un fan de la filmographie d'Oishi. Charcute le truc pour en faire un ersatz Robocop. Mais en vrai, Oishi, il a adoubé, hein, Rupert Sanders. Il lui a dit c'est ok de tiers ce que t'as fait, mon gars. Mais il était d'accord pour Scarlett Johansson aussi. Enfin, Oishi, il est très sympa. Hein. Il est vraiment très amable. mais oui. Après, c'est vrai que c'est pas Sanders qui a écrit le scénario, donc on peut pas lui reprocher d'avoir fait n'importe quoi, parce que c'est pas lui le scénario. On va avoir du pognon pour ses projets d'après, oui, voilà. Bah, bien fait, bravo, Oishi. Oui, je me suis dit, est-ce qu'il est poli, ou est-ce qu'il aime vraiment beaucoup Mais je pense qu'il est poli. Donc voilà. Alors, le film a eu un budget de 110 millions de dollars. Vous pensez qu'il a rapporté combien? Rapporté. Quand Hollywood a voulu s'impliquer dans la présentation d'Innocence, il a injecté... Elle les a envoyés bouler. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il a été chercher Ghibli. Parce que effectivement, je crois qu'il avait besoin d'argent, mais... Ah, vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Vous avez donné fourche en haut, fourche en bas. Vous êtes pas loin. Il avait besoin d'argent, ouais. Et il a été chercher Ghibli pour les aider. Au moins, ça sera au moins, les Japonais, je pense qu'ils avaient la même version, voilà. Vous êtes tous sur 175! Énorme! 170. Oh, bravo! 169. 166. Voilà, donc ça écrase évidemment les budgets et les réceptions des autres films. Ça stonks parce que, bah, on l'a dit, hein. Scarlett Johansson, elle fait vendre. Elle sait pas jouer, mais elle fait vendre. Enfin, c'est mon avis qu'elle sache pas jouer. Mais oui. Il n'y a pas de justice, non. Bah, en même temps... Enfin... On est toujours dans une bulle, hein. Moi, effectivement... Il y a des jours où, effectivement, j'ai envie de regarder des trucs qui me prennent pas la tête, où j'ai pas envie de réfléchir et tout, donc je vais me mettre devant un film, voilà, comme on dit, où on pose son cerveau à côté, et puis on regarde le film, et puis basta, et puis on réfléchit pas. Ou des vidéos YouTube qui sont humoristiques et qui font pas réfléchir. Et d'autres jours où ça va être l'inverse, où je vais regarder des trucs plutôt intellectuels, etc. Mais je pense que la plupart des gens, ils ont pas le temps, pas l'énergie d'aller voir des trucs intellectuels, entre guillemets, et donc ça fonctionne. C'est pas pour rien que Marvel, ça a fonctionné un temps, parce que c'était un peu ça, quoi. Oui, en plus. Oui, parce que là, n'oubliez pas que celui-ci était un flop au départ, parce que, effectivement,
En 95, l'animation japonaise n'est pas reconnue dans le monde, pas encore, et donc là nous avons que les chiffres en salle directement après la sortie du film. Maintenant, je pense que si on cumulait tous les DVD, le machin truc, ça serait un peu plus. Et l'aura que le film a pris est tellement énorme que voilà quoi. Celui-ci, 2004, comme l'avait dit quelqu'un, effectivement, Chihiro commence à être connu juste avant. Mais Chihiro, c'est le premier Ghibli à être exporté mondialement. C'est vraiment celui qui a ouvert la porte à l'animation japonaise en mode c'est pas que de la merde, enfin c'est pas que pour les enfants, c'est pas de la merde quoi. Donc effectivement, c'est un peu normal qu'on se retrouve avec des chiffres très bas comparé à l'énorme blockbuster qui est capable d'engranger les États-Unis, oui. La puissance marketing, oui. Le soft power. C'est là où on voit que les États-Unis, ils ont quand même une force de frappe démentielle. Et ce qui est très étonnant, enfin c'est pas étonnant parce qu'on l'a vu venir, mais en ce moment, quand je vais au cinéma, je ne vois que des producteurs chinois. Donc même Hollywood est en train de se faire grignoter méchamment par la nouvelle puissance qui arrive, c'est-à-dire les Chinois. A New Challenger nous rejoint dans le Hi, bordel. stranger. Bonne chance à It's toi. been a while. Les films Pokémon, aucune idée. Coucou UGZXD. Eh bien, quel pseudo. Ça se passe. Ça reste un peu... le film de... T'es dans le turfu à ce point-là. Un pot pourri du film de... Oui, c'est ça. C'est une reprise de Robocop. Ça, je me souviens pas de... J'ai vu Robocop, mais je me souviens pas que... Enfin, j'aurais pas dit que c'était Robocop, tu vois. Mais je m'en souviens pas assez. Je trouve que... Enfin, j'avais bien aimé le premier Robocop, mais... Mais oui, c'est un bloubli-blouga de tout. Rien que le méchant, c'est déjà 3 personnages en même temps. Donc voilà. Donc ouais, ils sont... Voilà. Mais c'était intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis... je savais que ça allait... Enfin, j'ai toujours un peu espoir qu'un film me fasse mentir, hein, bien sûr. J'aimerais bien que ce film m'ait fait mentir et que ce soit pas de la réappropriation culturelle, que ça soit bien, etc. Bon, c'est raté, mais voilà, c'est intéressant en fait de l'avoir mis dans la sélection parce que comme ça on peut voir des œuvres portées par des gens qui ont un propos et qui sont vraiment en accord avec ce qu'ils font parce que vraiment je vous dis, Oishi, lui, il est du côté des robots et il a du mal à comprendre l'esprit humain et voilà, donc on sent que c'est habité et puis un film qui essaye hein, vraiment de faire quelque chose, mais qui a viré tout l'intérêt, en fait.